Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fondamentale, la philosophie des mathématiques de Bertrand Russell. Oui, un sacré morceau. On va surtout regarder deux de ses textes majeurs, n'est-ce pas? Exactement. On va piocher dans les Principles of Mathematics et aussi son Introduction to Mathematical Philosophy, qui date des alentours de 1919-1920. Deux œuvres vraiment clés pour comprendre son projet. Et ce projet, c'est quoi au juste? C'est cette idée folle presque de vouloir fonder toutes les mathématiques sur la logique pure. Rien que ça. Une quête de clarté absolue, en somme. Voilà. Alors, le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle le logicisme. L'idée de Russell, c'était de définir tous les concepts mathématiques, genre les nombres, l'infini, etc., en termes purement logiques. Et de prouver tous les théorèmes mathématiques à partir d'axiomes et de règles logiques uniquement. Il n'était pas le premier à y penser. Frege et Peano l'avaient précédé et beaucoup inspiré. C'est ça. Et d'ailleurs, un point super important qu'il reprend de Peano et qui est crucial, c'est la distinction entre appartenir à une classe, Comme Socrate est un homme. exactement le symbole epsilon, Mhm. et d'un autre côté, l'inclusion d'une classe dans une autre. Par exemple, tous les Grecs sont des hommes. D'accord, c'est pas la même chose. Pas du tout. Et cette distinction, elle manquait souvent dans la logique avant eux, à part chez Frege. Sans elle, on tombe vite dans des confusions, des paradoxes même. C'est vraiment essentiel pour toute la construction technique. Et pour faire ça, techniquement, il utilise beaucoup ce qu'il appelle les fonctions propositionnelles. C'est un peu comme une machine, non? C'est une bonne image. Une fonction comme x est un homme. On donne une valeur à x et la fonction nous dit si la proposition est vraie ou fausse. Socrate est un homme. Vrai. Une chaise est un homme. Faux. Voilà. Et ces fonctions, ça lui permet de définir ce que c'est qu'une classe. La classe des hommes, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles x est un homme est vrai. D'accord. Et à partir de là, comment il définit quelque chose d'aussi basique qu'un nombre? Sans compter sur ses doigts, quoi. Ah, c'est là que ça devient fascinant et très abstrait. Il introduit d'abord la notion de similarité entre classes. Similarité. Oui, deux classes sont dites similaires si on peut faire une correspondance parfaite, élément par élément entre elles, un pour un. Pensez à une paire de chaussures. La classe des chaussures gauche est similaire à la classe des chaussures droite dans une paire. Ok, je vois. Une bijection, en termes plus techniques. Exactement. Et alors, attention, accrochez-vous, le nombre cardinal d'une classe donnée, par exemple le nombre 3. Russell le définit comme la classe de toutes les classes qui sont similaires à une classe ayant 3 éléments. Waouh. Donc le nombre 3, c'est l'ensemble de tous les trios possibles dans l'univers, en quelque sorte. C'est ça l'idée. C'est hyper abstrait, mais ça permet de définir le nombre sans aucune intuition, juste par la logique des classes et des relations. Ça demande un effort mental, quand même. Clairement. Mais c'est le prix à payer pour la pureté logique qu'il visait. Sauf que, cette approche l'a mené à un problème. Un paradoxe célèbre qu'il a découvert lui-même. Le fameux paradoxe de Russell. Lui-même, le paradoxe de la classe de toutes les classes qui ne sont pas membres d'elles-mêmes. La question piège, est-ce que cette classe est membre d'elle-même? Si oui, alors elle ne devrait pas l'être. Sinon, alors elle devrait l'être. Aïe. Exactement, une contradiction logique pure. Ça a été un choc énorme. Ça remettait en cause les fondements même de sa théorie et de celle de Frege. Malgré ça, il n'a pas abandonné. Il a aussi construit toute une théorie des relations. Tout à fait. Les relations symétriques, transitives, asymétriques, c'est crucial pour définir l'ordre, les séries. Et c'est avec ça qu'il arrive à dériver logiquement les fameux axiomes de Peano pour l'arithmétique. Le zéro, le successeur, l'induction. Précisément, il montre comment ces principes de base de l'arithmétique peuvent émerger de la pure logique des relations et des classes. Et il ne s'arrête pas à l'arithmétique, il s'attaque aussi au continu, à l'infini. Oui, en s'appuyant beaucoup sur les travaux de Cantor et d'Edekind. Pour comprendre ce qu'est un nombre irrationnel, comme pi ou la continuité d'une ligne, il utilise des notions comme les séries compactes. L'idée qu'entre deux points, il y en a toujours un autre. C'est ça. Et aussi les coupures de Dedekind pour définir rigoureusement les nombres réels, irrationnels compris. Des outils logiques très puissants pour dompter l'infini et le continu. Et tout ça, ce n'est pas juste abstrait. Ça a des implications sur comment on pense le monde réel, non? Je pense au paradoxe de Zénon, Achille et la tortue. Absolument. L'analyse logique du continu et des limites que Russell propose offre des réponses ou du moins
une clarification conceptuelle à ces vieux paradoxes sur le mouvement, l'espace, le temps. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je dirais que l'essentiel, c'est cette tentative incroyable de Russell de démontrer que les maths, au fond, c'est de la logique déguisée. En donnant des définitions ultra précises, purement logiques, pour des concepts qu'on utilise tous les jours sans y penser. Le nombre, la classe, la relation, la continuité. Voilà. Et l'impact a été juste immense. Ça a amené une exigence de rigueur logique sans précédent en mathématiques et ça a été l'un des piliers fondateurs de ce qu'on appelle la philosophie analytique. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte de comprendre ça? Je pense que ça offre des outils pour penser plus clairement, pour décomposer des problèmes complexes, pour questionner les fondations sur lesquelles reposent nos systèmes de connaissances, qu'ils soient scientifiques, informatiques ou autres. Mais on a vu aussi qu'il y a des limites. Le paradoxe de Russell, notamment. Oui, ça soulève une question importante, hein. Jusqu'où peut aller cette fondation logique? Est-ce qu'on peut vraiment atteindre une certitude absolue par la seule logique? Le propre travail de Russell a montré que la quête est plus compliquée que prévu. C'est une excellente manière de voir les choses. Notre exploration de ces idées puissantes, tirées donc des Principles of Mathematics et de l'Introduction to Mathematical Philosophy de Russell, touche à sa fin pour aujourd'hui. Peut-être une dernière pensée. Russell cherchait la certitude par la logique, mais il a trouvé des paradoxes. Cette quête, même inachevée, ou peut-être parce qu'elle est inachevée, nous interroge profondément sur notre rapport à la connaissance et à la certitude elle-même, non? Absolument. Une question à méditer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion avec nous et à bientôt pour, de nouvelles aventures russelliennes.